Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, migrants des damnés de la mer aux damnés de la terre. Une crise continue, celle de l'exil, qui pose sans fin des questions morales et politiques, comme celle de l'accueil, de l'intégration et de la protection des personnes vulnérables. Dans le cadre de cette journée mondiale contre les violences faites aux femmes, nous souhaitions aujourd'hui porter une attention particulière sur la situation des femmes dans la migration, à partir du travail mené par une chercheuse, la géographe Camille Schmoll, cofondatrice du groupe international d'experts sur les migrations, auteur de Les damnés de la mer, EES, les damnés, Femmes et frontières en Méditerranée, qui paraît à la découverte. Un livre enquête dans lequel elle a pris le parti de féminiser le regard pour changer notre approche des flux migratoires. Bonjour Camille Schmoll. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes rejointe dans la discussion, mais à distance, par l'agriculteur Cédric Héroux, installé dans sa vallée, la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne. Il plaide depuis 4 ans sans relâche au quotidien pour l'aide et l'accueil aux étrangers en situation irrégulière. Un combat, un engagement qu'il raconte dans un livre qui vient de paraître, Change ton monde, c'est au lien qui libère. Bonjour Cédric Héroux. Bonjour. Bonjour. Quel temps fait-il aujourd'hui? Vous êtes au fond de votre jardin, connecté à nous? Ouais, je suis sur le point de montagne, l'endroit où ça capte le mieux, et je suis sous un soleil radieux, dans le calme depuis la tempête Alex qui nous a éloignés du monde. Comment va votre vallée? Est-ce qu'elle se relève doucement? Doucement, mais on est habitué un peu aux galères de la vie, donc on s'y fait, on s'y adapte, et après c'est toujours compliqué. En fait, on se retrouve de plus en plus éloigné de par différents villages. Il y a des villages qui sont toujours complètement bloqués du monde, comme Tende, Saint-Damas de Tende. Et c'est toujours compliqué, mais on s'adapte, On va être à 3 points géographiques différents avec vous deux, Cédric Héroux, Camille Schmoll, et avec la cinéaste Claire Denis qui était avec nous dans la première partie de l'émission et qui est restée à 3 points géographiques différents au cœur de la Méditerranée, dans cette vallée de la Roya. Et on va commencer par Paris. Après la fermeture d'un camp de migrants à Saint-Denis, un camp de fortune a été monté place de la République pour attirer l'attention sur les conditions des personnes sans domicile, sans toit, sans protection. Ce camp, il a été évacué sur ordre du préfet de Paris lundi soir, Manu Militari, et dans un dispositif extrêmement musclé. On y revient. Aussitôt installés, aussitôt évacués. Les forces de l'ordre enlèvent les tentes, les retournent. Parfois avec des exilés encore à l'intérieur et sous les huées des migrants et des militants. Une évacuation musclée entraînant des scènes de violence. Une mêlée géante au cœur de la capitale. Et c'est finalement sous les tirs de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement que les exilés sont dispersés par les forces de l'ordre. Ce député de la France insoumise, malmené, est exaspéré. La seule réponse qu'on donne à des centaines de personnes qui, en plus dans le temps de Covid, n'ont pas d'abri, ne sont pas mises à l'abri, c'est la police. Et ça, c'est plus supportable. Il faut mettre à l'abri ces quelques centaines de personnes qui, depuis l'autre jour, ont été laissées à la rue et malheureusement soumis à certaines violences policières. Camille Schmoll, que nous disent ces images, que nous dit cet événement? Du point de vue des personnes exilées, ce que ça nous dit, c'est que ces personnes passent des mois, des années en circulation. Et ce dernier événement, en fait, ce n'est que finalement la suite, la continuité d'un certain nombre d'événements qui se sont produits précédemment. On peut penser effectivement à l'évacuation du camp de Saint-Denis la semaine dernière, mais ça nous rappelle aussi les images du démantèlement du camp de Calais en 2016. Et donc, il faut l'inscrire dans la continuité de tous ces moments où on fait circuler les personnes pour ne pas les voir, en fait, pour les cacher. Loin des yeux, loin du cœur. Cette violente évacuation de ce camp de migrants à Paris, posée là, symboliquement aussi, place de la République, pour attirer l'attention à la fois des médias, de la population et bien sûr des pouvoirs publics sur la situation de ces personnes, une centaine de réfugiés qui étaient là et qui n'ont pas d'endroit où se loger, qui n'ont pas d'endroit où être accueillis. Elles posent question. Ces images, elles ont beaucoup tourné, Claire Denis. On pense à l'appel qui a été lancé par la Société des réalisateurs dans Libération, celle des cinéastes qui revendiquent
République, ce droit des citoyens d'opposer leurs images à celles de l'État. Appel lancé dans le cadre de la discussion à l'Assemblée nationale de l'article 24 du projet de loi sécurité globale qui entend pénaliser la diffusion malveillante de l'image des policiers. Alors ce texte, il a été adopté hier soir en première lecture à l'Assemblée nationale. Il va maintenant circuler. Ce démantèlement-là, à Paris, place de la République, lundi soir, il a été médiatique et médiatisé. On a besoin de ces images, on a besoin d'images pour comprendre ce qui se joue. Déjà, j'ai toujours un petit problème quand on me dit qu'on a besoin d'images. Je crois qu'on doit, si on est là, faire des images, filmer, informer, bien sûr. Mais c'est pas le droit d'image, c'est au-delà de ça, c'est le droit d'être là, de voir déjà. Moi, j'avais pas de quoi filmer quand je suis allée à la République l'autre soir. Mais je voyais que dans les tentes, il y avait des jeunes gens qui étaient perdus. Ils étaient presque comme des figurants dans un film à qui tout d'un coup, les coups allaient pleuvoir sur eux et ils allaient devoir repartir ailleurs. J'avais l'impression qu'il y avait l'image de ces jeunes gens que je voyais dans l'ouverture des tentes et l'image de la violence autour. Et le droit à l'image, c'est le droit à la vérité, le droit... Pour moi, c'est quelque chose qui doit être vu, entendu, reconnu. Et je ne sais pas, j'essaye de comprendre l'article 24. Je comprends qu'il ne faut pas mettre en danger des policiers qui peuvent être atteints dans leur vie par malveillance, mais les images ne sont pas malveillantes. Peut-être qu'il y a des mises en scène malveillantes, peut-être il y a des gens qui postent des... On met pas en scène, on ne poste pas le portrait d'un policier, l'adresse, les photos de ses enfants par bienveillance, ça c'est clair. Maintenant, pourquoi dire que les policiers ne pourraient pas en France avoir comme à l'étranger soit leur nom derrière, soit un numéro qu'on peut lire. Après, on peut flouter les visages, mais ce numéro, on ne peut pas le lire. Alors là, c'est la preuve. Hein. Et il y a beaucoup de pays où le nom des policiers, ou le numéro de code d'un policier pourrait être lisible. C'est pas contre les policiers. C'est pour qu'on vive dans un monde où on peut se faire confiance. Beaucoup de gens ont envie de faire confiance à la police. Moi, la première. Cet article, il va continuer à être discuté. Des recours vont probablement aussi être déposés contre cette proposition de loi, une fois votée, au Conseil constitutionnel de se prononcer. Cédric Héroux, de là où vous êtes, ces images sont arrivées, on l'imagine, jusqu'à vous, des camps de migrants, des démantèlements. On a l'impression qu'on est quand même un peu dans un cycle infernal. Comment vous les avez reçues, vous, ces images ? Moi, je les ai reçus un peu comme tout le monde les a reçus, hein, grâce à la presse, hein, grâce à vos images de la presse, hein, il faut le rappeler. Et vous savez, cette violence, on l'a connue en 2016, dans la vallée de la Roya, 2016-2017, où on a demandé à l'armée, aux sentinelles, de courir après des gens qui étaient susceptibles d'être des personnes en situation irrégulière. Donc, susceptibles d'être en situation irrégulière, c'est des personnes noires. Et on a vu une chasse aux noirs s'exercer dans la vallée de la Roya. Moi, j'ai vu des enfants de 14-15 ans sauter de ponts de la SNCF pour se protéger parce qu'ils avaient peur de mourir. C'est qu'un enfant qui vient du Soudan ou un enfant qui vient d'Érythrée, qui a connu la dictature, quand il voit un militaire derrière lui courir après un FAMAS, il a peur de mourir. Et il y a un moment, c'est que l'autorité, il faudrait donner ce message à M. Darmanin, c'est que l'autorité ne s'exerce pas forcément avec de la violence. L'autorité s'exerce aussi avec le respect. Et l'autorité ne passe pas forcément par la police. Elle s'exerce par la gestion, une gestion politique, une gestion digne de la politique. Et là, ce qu'on voit en ce moment à République, ou ce qu'on a vu dans la vallée de la Roya, et ce qu'on voit toujours à la frontière franco-italienne, cette malveillance des policiers, de certains policiers. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le message qu'on apporte à la population, qui sont les policiers. Et moi, j'ai connu des policiers qui étaient honorables, respectables et qui faisaient bien leur travail. Et c'est que la police est représentée par une minorité violente, souvent raciste. Et à un moment, il y a un coup de balai à faire au sein de la police pour laisser un peu ce métier s'exercer en respectant notre devise, en respectant la République et en respectant la population française. Et l'image que l'on donne aussi, vous l'évoquiez, des migrants comme des personnes dangereuses, menaçantes, c'est aussi, Cédric Héroux,
pour évoquer votre combat à vous, votre cause, je crois qu'on peut le dire aussi. Elle a été médiatisée au départ, peut-être malgré vous, puis on sent que vous avez mis les médias de votre côté, procédé peut-être volontairement aussi à une nouvelle médiatisation de vos combats à travers les procès qui vous ont été faits. Pourquoi c'est important de rendre visible ce qui se joue là-bas, du côté de la vallée de la Roya, et qui concerne aussi de nombreuses personnes? Pourquoi vous avez choisi un moment de médiatiser votre bataille? Je pense que souvent, on incrimine les médias comme quelque chose, comme une espèce de choses commerçantes, commercialisables, etc. Il faut penser aussi avant tout que les médias sont un contre-pouvoir. Sont le contre-pouvoir, sont le porte-voix de ce qui se passe dans la rue, dans les quartiers, dans les cités, dans la ville, dans la vie politique. Et c'est un regard critique, et forcément en opposition, mais c'est un regard qui doit être critique. Et se servir des médias, c'est se servir de ce qu'on a en tant que pays en démocratie, servir d'un outil démocratique qui est accessible au peuple, qui est accessible à tous et qui est là pour dénoncer. Donc on n'avait pas le choix. C'est qu'à un moment dans la vallée de la Roya, moi je me suis retrouvé en garde à vue quasiment tous les 15 jours pendant l'été 2017. Et on n'avait pas le choix que de faire appel à la médiatisation, parce qu'on était harcelé par l'État, harcelé par le gouvernement, harcelé par des politiques. Il fallait qu'on s'en sorte, et que c'est devenu une lutte complètement politisée, politique, idéologique. Donc on s'est retrouvé en face d'idéologues avec des idées de droite extrême, excuse-moi du terme, mais c'est ça, hein, racistes, et qui se sont servis de la justice pour faire taire des dénonciations qui venaient de la population. Et ces dénonciations, c'était quoi? C'était de dire attention, l'État est dans l'illégalité, attention, attention, l'État met des enfants en danger. Et on nous a voulu nous écraser avec cet outil qui est la justice. Et heureusement qu'il y a des juges qui sont indépendants, et je crois en l'indépendance de la justice. La preuve, j'ai été relaxé à tous mes procès. Cette question de l'accueil, cette question de l'hospitalité, vous l'êtes posée, Cédric Héroux, à un moment donné. On était au printemps 2016. Vous le racontez dans ce livre, Change ton monde. Une famille de migrants au bord de la route, s'arrêter ou continuer. Vous avez hésité entre ces deux possibilités. Que peut-on faire? Quand et comment avez-vous vraiment commencé à vous poser cette question? Je me suis posé cette question, est-ce que j'agis ou est-ce que j'agis pas, au moment où j'ai eu peur des migrants, en fait. Et vous savez, moi je suis né dans un quartier populaire. Hein. Populaire, c'est quand il y a des Noirs et des Arabes, hein, en général. Hein. Donc j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence dans un quartier populaire. Et mes amis s'appelaient Khadija, Mohamed, donc ils étaient voilà, Black Blamber, quoi. Et je me suis retrouvé à avoir des doutes quand je voyais des personnes de couleur. Et je me suis dit, putain, mais c'est bizarre quand même. Pourquoi je me mets à avoir peur alors que je suis né, moi, parmi des gens de couleur, et j'ai appris à être indifférent de la différence. Parce que j'ai été un peu intoxiqué par tout ce qu'on entend à la télévision, à la radio, et surtout dans le message politique qui est apporté à la population française. C'est attention, les migrants, attention, cette espèce de peuple, les migrants, en fait, c'est comme s'il existait le Migristan, que des gens viendraient d'une contrée lointaine, des sauvages qui viendraient nous envahir, etc. Et je me suis retrouvé avec ces sauvages, entre guillemets, dans ma vallée de la Roya. Et un soir, je reviens de mes livraisons, il fait nuit, dans cette route sinueuse, et puis un coup de volant, je manque à quelques mètres d'écraser une famille. Je fais demi-tour, je prends la voiture, dans ma voiture, cette famille-là. Et cette famille est retournée en Italie. C'est des personnes qui venaient du Darfour, hein, Soudan du Sud, pays en guerre, donc potentiellement des personnes qui demandaient refuge à la France, et donc des demandeurs d'asile, et qui ont été retournés en Italie. Hein. Et du coup, je suis confronté, je les rejoins, et j'ouvre cette porte qui est l'église de Sant'Antonio, ce curé qui a ouvert ses portes, et je découvre en fait ce que ça voulait dire que la fermeture de frontières, je découvre ce que ça voulait dire que des mineurs isolés, je découvre tout ça, quoi. Et je me dis, je peux pas être. En fait, on se sent complice en tant que Français. C'est ça qui est bizarre, c'est que moi d'un côté, je jouais un peu à la narre à deux balles, en me disant oui, mais en vivant sur mon pan de montagne. Mais d'un côté, au fond de moi, j'avais confiance en la police, en fait, vraiment, hein, et j'avais confiance au système étatique, j'avais confiance aux politiques, à la démocratie. Et quand on se retrouve face à cette violence étatique contre des gens qui viennent du Migristan, on se dit, il y a une dérive, il y a quand même quelque chose. Et de se taire, on se dit, mais je deviens complice en me taisant. Et j'ai eu peur, bien sûr, j'ai eu peur. Mais entre la peur du migrant et la peur de la police et la peur de laisser
En fait, là, il y a une évolution de ma peur et j'en ai cherché des solutions et ça a mis longtemps. Et c'est pour ça que je voulais parler dans ce livre-là des doutes que j'ai eus, de la peur que j'ai eue, de tout ça, quoi, parce que Et une je évolution de comprends votre aussi qu'il y a des gens engagement qui aient des peurs. et une évolution de votre engagement aussi, durant ces 4 années où vous êtes passé, du moi au nous et vous racontez que cela change tout. Vous accueillez des personnes, des étrangers en situation irrégulière qui passent, la frontière entre l'Italie, et la France. C'est aussi à travers cet engagement-là que vous avez porté, en famille, parce que vous n'êtes pas le seul, que vous témoignez, aujourd'hui. En préface de ce livre, Jean-Marie Leclésio, prix Nobel de littérature, raconte que votre livre est surtout là pour nous alerter, pour informer et peut-être nous rassembler, c'est le nous, hein, autour d'une cause, éveiller les consciences, essayer d'obtenir d'autres victoires. Ce livre, écrit-il, est la chronique de ce combat, écrit en mélange de dramatique, de drôlatique, de tendresse et de colère. Le récit de Cédric Héroux est passionnant parce qu'il n'est pas seulement un récit, il est au plus près de sa vie. Camille Schmoll, c'est une autre démarche qu'est la vôtre, celle d'une chercheuse, d'une géographe. Mais pourtant, on sent aussi à travers vos lignes qu'il est difficile de garder tout le temps une position distante et critique. Depuis 10 ans, vous rencontrez des femmes qui ont entrepris de traverser la Méditerranée. Vous les rencontrez en Italie, à Malte, c'était le sujet de votre thèse. Une fuite, un exil qui a pris parfois des mois, des années pour ces femmes. Les raisons de partir sont nombreuses. Certaines sont-elles plus légitimes que d'autres ? Pas à nous de juger. Un périple, en tout cas, souvent pire pour les femmes, et on va y venir. Pourquoi vous avez choisi de ramener les femmes, comme vous le dites, sur le devant de la scène migratoire ? Alors, il y avait plusieurs raisons. D'abord, l'idée, c'était de parler des femmes, parce qu'effectivement, on les voit moins, hein, dans les images qu'on a des migrations, dans la représentation qu'on en a aussi. Et pour différentes raisons, hein, on pourrait essayer de comprendre pourquoi. Probablement aussi parce qu'elles sont moins menaçantes et que c'est moins facile de les constituer en images menaçantes. Mais en tout cas, de fait, on en parle moins. Et donc, mon travail, il participe d'une œuvre collective, hein, parce qu'il y a beaucoup de chercheuses qui ont œuvré à restituer la part des femmes dans les migrations. Hein. Et puis après, l'idée, c'était aussi de montrer à quel point ces femmes avaient des parcours très différents les uns des autres. Et donc, on ne pouvait pas parler de la femme, en fait, de la condition féminine en migration. Ça ne veut rien dire. Ces femmes, eh bien, elles sont comme tout migrant, en fait. Elles ont des parcours complexes. Et donc, elles ne sont ni victimes, ni particulièrement héroïnes ou émancipées par la migration. Ce sont simplement des migrantes, tout comme les migrants, c'est-à-dire des personnes qui choisissent à un moment donné de continuer leur chemin, de prendre leur trajectoire en main dans des contextes dans les contextes difficiles dont ils proviennent, en fait. Vous racontez dans votre livre l'histoire de ces survivantes, hein, de ces traversées en Méditerranée, et vous ouvrez avec le récit, le témoignage de vie de Julienne. À quel prix s'est fait pour elle cette traversée ? Qui est-elle ? Alors, j'ai choisi d'ouvrir sur le témoignage de Julienne parce que, d'ordinaire, quand on fait des travaux sociologiques ou en géographie sociale, on a tendance à utiliser plusieurs morceaux, plusieurs extraits d'entretien. Et là, j'avais envie de donner une continuité à son histoire parce que pour moi, raconter son histoire et lui laisser un chapitre, c'était une façon de raconter en fait sa trajectoire, la difficulté de sa trajectoire du début à la fin. Et donc d'expliquer comment aujourd'hui, les migrantes et les migrants ne traversent pas les frontières, ils vivent dans les frontières. Hein. Et ça rejoint ce qu'on disait au début de l'émission sur République, hein, c'est-à-dire qu'ils ne cessent en fait d'être chassés, ils ne cessent de circuler, ils ne cessent de se déplacer dans des mobilités contraintes. Et donc, ce que j'ai raconté de Julienne, c'est qu'au départ, effectivement, son choix de partir est marqué par la violence, puisqu'elle part d'une situation familiale intenable avec un mari violent, dans le cadre d'un mariage arrangé. Bon. Mais c'est aussi toutes les petites et les grandes violences qui vont s'égrener au fil de son parcours. Et pour moi, c'était important de ramener aussi dans cette histoire de violence, la violence de la frontière. C'est-à-dire que s'il y a des violences genrées, des violences liées au fait d'être une femme au départ, et c'est important, il y en a aussi énormément qui sont liées aux politiques migratoires et qu'elle retrouve au fur et à mesure de son voyage. Et c'était ça qu'il m'apportait de mettre en relation avec les causes du départ et de montrer que la migration, c'est pas seulement quelque chose qu'on décide un jour, qui est lié à une seule et unique cause et qui n'évolue pas au fil du parcours. En fait, au fil du parcours de Julienne, ses motivations ne cessent d'évoluer, ne serait-ce parce qu'elle rencontre de nombreux obstacles, mais aussi quelques opportunités, heureusement. C'est intéressant parce que vous parlez de ces frontières fluides et vous présentez justement la Méditerranée aujourd'hui comme une zone frontière. Hein. La Méditerranée tout entière est devenue une zone frontière. En quoi ?
Vous savez, on est chercheur, on travaille sur les migrations, mais on est aussi citoyen et surtout on se pose des questions, hein, on recueille des témoignages. Et moi, la question que je pose au début du livre, c'est mais jusqu'à quel niveau de violence va-t-on aller? C'est-à-dire cette politique qui vise à harceler les personnes exilées, à les disperser, à essayer de les dissuader. Et en plus, on voit que ça ne fonctionne pas tellement, en plus. Jusqu'où va-t-elle aller, en fait? Et donc, l'idée, c'était de voir comment la Méditerranée était simplement une étape, encore une fois, d'une succession de violences qui sont liées à cette politique migratoire. Et donc, à la fois l'externalisation en amont. Et aujourd'hui, je peux par exemple attirer l'attention sur la situation en Libye, qui est extrêmement grave. La politique de coopération de l'Union européenne avec la Libye est extrêmement grave. On envoie les gens en prison, on envoie les gens à la torture. Et pour les femmes, ça signifie aussi en esclavage et de nombreuses violences sexuelles. Donc c'est à la fois pointé sur ce qu'il y a en amont et en aval de cette traversée. Parce que cette traversée, elle est évidemment aussi, elle est forte de tout ça, de tout ce qui va se passer avant et après. Et je dis, ces femmes, ce sont des survivantes, ce sont des rescapées, parce qu'elles ont côtoyé la mort au fil de leur trajectoire. Et voilà. Donc ce sont des histoires très longues qui se prolongent. Claire Denis. Je suis bien d'accord avec ce que vous venez de dire. J'ai souvenir d'une image il y a longtemps sur un bateau dirigé par cette femme allemande qui a été... Carlotta Rackete. Voilà, où une femme a été débarquée au milieu d'autres hommes et elle a accouché en arrivant à bord. Je pense que on ne peut pas parler de politique migratoire. Cette femme, elle a fui. Je crois qu'elle était enceinte de quelqu'un qui l'avait violée en Libye. Donc, voilà, il y a quand même un parcours qui est digne d'être considéré autrement. Voilà. Et ça concerne tout le sud de l'Europe. Et je suis toujours étonnée que ça concerne tellement moins le nord de l'Europe. Moi, ça me fait un drôle d'effet qu'on soit là, nous, les Méditerranéens. Je pense qu'on peut parler de ça dans toute l'Europe. Je ne vois pas pourquoi ça doit rester Grèce, Italie, Canaries, Espagne, France. On doit, bon, vous me direz, l'Allemagne aussi ouvre parfois ses portes, mais on ne peut pas en parler toujours comme les désastres, comme les points noirs de la vie en Europe. C'est pas vrai. Comme si la Méditerranée était devenue un fossé. Non, je crois que c'est la mer sacrée de l'Europe, alors elle doit être, à mon avis, non pas un cimetière, mais un passage. I lose my baby. I lose my baby. I'm not going to see my baby. I'm not going to see my baby. Why? I lose my baby. Pas un cimetière, mais un passage. Vous évoquiez, Claire Denis, le cas de cette femme qui a accouché après avoir quitté la Libye. Là, on entend celui d'une autre femme, une mère. C'était vendredi dernier en mer Méditerranée, lors d'une opération de sauvetage menée par le navire Open Arms. Une femme sauvée de la noyade qui cherche son bébé. Où est mon enfant? Où est mon bébé? Je l'ai perdu. Parmi les passagers, il y a des hommes. Il y a des femmes et il y a des enfants, ce qu'on ne rappelle pas assez souvent. Et c'est aussi ce que met en lumière votre livre, Les damnés de la mer, Camille Schmoll. Cet exemple, il est particulièrement violent et foudroyant dans la dureté de ce qu'il raconte. Mais c'est en fait assez tristement commun. C'est tristement commun et il est triste aussi de constater que, alors qu'en 2015... il y avait quand même une certaine émotion autour des images de ce petit garçon sur une plage turque, le petit Alan. Aujourd'hui, on ne s'émeut plus beaucoup de ce genre de situation, alors qu'effectivement, elle perdure. Alors après, ce que ça nous dit, je voulais revenir à ce qu'a dit Claire Denis sur cette femme. Donc, beaucoup de femmes accouchent en bateau ou accouchent en arrivant en fait en Europe. Et moi, ce que je voulais aussi raconter, c'était
évidemment, les horreurs qu'elles ont traversées et ce qu'elles continuent à traverser en Europe, il faut bien insister là-dessus. De ce point de vue-là, pour moi, il n'y a pas non plus de coupure entre l'amont et l'aval de la Méditerranée. Mais c'était aussi la façon dont elles retissent des liens. On retrouve par exemple le fait que quand elles vont arriver et quand elles auront des enfants, eh bien, elles vont leur chercher un père parfois, ou elles vont chercher un entourage pour ces familles. Et ça, je trouve que c'est important de montrer aussi comment malgré tout, et comment le fait qu'effectivement souvent, en fait, ce que raconte Cédric Héroux aussi, on les empêche d'avancer, c'est-à-dire qu'elles vont devoir rester en Grèce, elles vont devoir rester en Italie, etc., parce que c'est le règlement de Dublin. En réalité, elles construisent, elles tissent, elles mettent des racines. Et c'est important de raconter ça aussi. Et comment ça se passe pendant des années, comment, malgré tout, malgré le fait d'être renvoyées, d'être dublinées, qu'on prenne leurs empreintes digitales, qu'elles soient obligées de revenir en Italie, de revenir en Grèce, de revenir à Malte, parce que c'est là qu'on les assigne, en fait, elles repartent et elles reconstruisent. C'est-à-dire qu'elles prennent leur destin aussi en main, que ces migrations, d'un certain côté, peuvent être aussi émancipatrices, si on regarde... oui, moi je parle d'autonomie en tension, voilà, parce que le contexte est tellement dur qu'il est difficile de parler d'émancipation, mais je parle d'autonomie en tension. Cédric Héroux, vous croisez et rencontrez aussi des femmes là où vous êtes. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce qu'elles racontent? Qu'est-ce qu'elles témoignent auprès de vous? Au départ, ce que je me suis dit, c'est quand j'ai décidé d'agir et d'aller donc à Vintimille et d'aider les personnes, non pas à passer une frontière, parce qu'il faut savoir que la vallée de la Roya, c'est vraiment une vallée qui est franco-italienne, et on vit avec nos voisins italiens. Il n'y a rien d'étranger d'aller en Italie. C'est vraiment, on se sent chez nous en étant en Italie. Et je décide d'aider dans cette église des gens à détourner des contrôles policiers. Donc des contrôles policiers, c'est du danger. Et c'est vrai que je me dis qui je vais aider. Donc ça a été des femmes, des enfants, des familles. Non pas des femmes parce qu'elles sont plus fragiles ou moins fortes, c'est pas ça. C'est qu'elles sont plus fragilisées par la prostitution, par la violence, et ça qui m'a troublé, c'est de me dire, on est en Europe et là à 20 bornes de chez moi, il y a des personnes qui sont fragilisées. Pourquoi? Pour leur beauté, pour être des femmes en fait. Et c'est vrai que dans la migration, ce que j'ai vu, surtout en 2016, beaucoup d'Érythréennes qui sont passées par chez moi et qui voyageaient en bande et qui étaient beaucoup plus organisées. C'est mon impression que certains hommes, que la plupart des hommes même. Et qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, elles parlent de leur souffrance avec moi, étant donné que je suis un homme, c'est un peu plus compliqué, mais elle se confiait plus à Lucille, qui a été bénévole pendant 1 an et demi chez moi, et aux jeunes bénévoles qui étaient à la maison, et des violences qu'il y a en Libye, du viol, en sachant très bien que, en partant d'Érythrée, elle savait qu'elles allaient devoir subir tout ça. Et ça espèce de cynisme du jeu de loi, en fait, où on se dit que pour mériter l'asile, pour mériter la protection, il faut passer par différentes cases qui sont violentes, qui sont indignes, et c'est ça qui est compliqué. Et moi, mon rôle, il était là-dedans, et c'est de sauter quelques cases, et quelques cases qui peuvent blesser psychologiquement, physiquement. Et vous racontez, Cédric Héroux, dans ce livre, Change ton nom, la place centrale aussi des femmes, de votre arrière-grand-mère qui était italienne et qui a perdu son bébé en traversant à l'époque clandestinement les Alpes, de ces femmes bénévoles. Et elles l'étaient en majorité des femmes, les bénévoles que vous avez pu rencontrer, de ces femmes migrantes aussi, et de leurs témoignages, de leur vulnérabilité toute particulière, des êtres fragiles. Écrivez-vous, je devais les aider, pas forcément les héberger, au moment les conduire en gare pour que ces femmes, avec leurs enfants, puissent aussi avancer. C'est important aussi cette solidarité qui s'est mise en place, Camille Schmoll, pour Cédric Héroux. Il y a eu d'abord le délit de solidarité comme première bataille judiciaire, puis le Conseil constitutionnel qui a consacré, à travers son engagement aussi, le principe de fraternité dans l'aide aux migrants, peut-être la première grande victoire de Cédric Héroux. Il faudrait faire reconnaître aussi un principe pas simplement de fraternité, mais aussi de sororité, dans cette double vulnérabilité dont sont victimes les femmes migrantes. Oui, sororité, ça me fait penser aussi à la part des femmes parmi les personnes qui accueillent, qui aident, parmi les bénévoles. C'est important aussi de le souligner. En mer aussi, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le secours en mer et c'est assez intéressant. Et aussi, je voulais réagir à ce que disait Cédric Héroux sur les femmes qui voyagent ensemble. Je trouve ça intéressant aussi quand on parle de sororité. C'est-à-dire qu'il y a aussi un certain nombre de tactiques qui sont mises en place parce que ce sont des femmes et parce qu'elles savent que, par exemple, en voyageant en groupe,
elles se protègent. Donc c'est intéressant de les voir aussi comme ça. Comme quoi, par exemple? Le fait de voyager en groupe, tout simplement, le fait d'être ensemble, le fait d'avoir aussi des amis, des compagnes de voyage, c'est-à-dire de se dire, je vais pas, quand on est dans des centres d'accueil temporaires ou des choses comme ça, ou même quand on est en rétention, parce que j'ai travaillé aussi un peu en rétention, on va choisir aussi sa compagne, on va pas se laisser imposer. Et c'est parfois des femmes qui parlent pas la même langue, qui viennent d'autres pays, mais qui se retrouvent dans cette expérience commune de la migration, en fait. Les damnés de la mer, Camille Schmoll, deviennent souvent après des damnés de la terre aussi, à l'arrivée. Comment ça se passe? C'est difficile. D'abord, il y a la question de la demande d'asile. D'abord, tout le monde ne se voit pas reconnaître l'asile. Et puis, la demande d'asile, c'est quelque chose de très long. Et donc, c'est une espèce de couloir de l'attente où le temps est comme suspendu. On passe 1 an, 2 ans dans l'attente d'une décision. On fait parfois appel. Il faut rappeler, on parlait des Érythréennes, il faut rappeler que jusqu'à récemment, il était très compliqué pour les Érythréennes d'obtenir l'asile. C'est quelque chose de relativement récent, parce qu'il y a une forme de... On veut plutôt ignorer ce qui se passe dans certains pays. Et en fait, ce n'est que grâce à certaines campagnes, et notamment de journalistes, qu'on a commencé à reconnaître l'asile aux Érythréennes. Donc le ministre de l'Intérieur, il y a quelques jours, se félicitait du fait que le taux de réponse positive aux demandes d'asile avait baissé. On peut s'en inquiéter. Je crois que quand un ministre de l'Intérieur commence à se mêler des questions de l'asile, on peut s'en inquiéter très sérieusement. De la même façon, on peut se dire que quand on plonge des gens dans l'irrégularité, puisqu'on parle de Frontex, parle de migrants illégaux pour parler de ces gens-là, quand on les criminalise, finalement, on ne fait que compliquer leur vie et la nôtre, au lieu de leur donner les possibilités aussi d'une insertion, d'une installation. Merci beaucoup à vous, Camille Schmoll, d'avoir été avec nous. Les damnés de la mer, femmes et frontières en Méditerranée, votre livre apparu aux éditions La Découverte. Un grand merci à Cédric Héroux. Change ton monde, vous étiez avec nous de chez vous, de la vallée de la Roya, connecté. Merci à vous d'avoir été avec nous et merci Claire Denis d'avoir passé toute cette grande table en notre compagnie, en votre compagnie. Merci Juliette. Merci Juliette.